Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Retard de livraison des travaux, facture anormalement élevée, des artisans qui désertent les chantiers. Qui ne connaît pas dans son entourage un proche qui a eu la désagréable aventure de se faire duper par un entrepreneur? Ce soir, je vous propose de débriefer des arnaques à la construction en Polynésie. Il n'existe pas de chiffres officiels, mais des appels à l'aide ou à la vigilance se multiplient sur les réseaux. Alors comment protéger la population? Jusqu'où les arnaqueurs peuvent-ils aller? Pour vous alerter ce soir, je reçois Loris Pétavit, avocat au barreau de Papeete. Bonsoir. Bonsoir Rudy. À tes côtés, nous avons Mélissa. Tu as été victime d'un entrepreneur. Alors, pour respecter le droit, je le précise dès le début, nous ne pourrons pas citer le nom de cet entrepreneur, mais nous parlerons de l'impact que tout ça a eu sur ta vie. Merci d'être là. De l'autre côté de la table, nous avons Bertrand Portier. Tu es membre de l'Ordre des architectes, également membre de la Chambre syndicale des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Reymana Manjar, tu es entrepreneur et tu vas pouvoir défendre en quelque sorte la profession que tu représentes ce soir et qui pâtit d'une certaine image due aux pratiques de certains. Yorana. Yorana, merci d'être là. Loris, tu portes de nombreux dossiers en ce moment. Tu m'as même alerté sur cette problématique qui est révoltante, mais finalement, à qui la faute? À qui la faute déjà aux personnes qui ne tiennent pas leurs engagements, aux entrepreneurs qui ne tiennent pas leurs engagements, mais aussi la faute à notre droit en Polynésie française qui comporte, selon moi, et je pense pas être le seul à penser ça, une forme de vide juridique qui permet en fait à n'importe qui de se rendre demain à la CCSM, de dire bonjour, je viens prendre une patente, je vais construire des maisons, et on va lui donner une patente en remplissant un Il n'y formulaire. a aucune vérification? Il n'y a pas de vérification de qualification professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de justifier d'avoir, je sais pas moi, un CAP ou un brevet d'études professionnelles ou un BTS, enfin en tout cas un diplôme de formation. Donc non, n'importe qui peut le faire et surtout, on n'a aucune obligation légale de s'assurer, donc de souscrire une assurance qui permettrait de garantir la bonne réalisation des constructions. Reymana, c'est une problématique non, dans votre métier du coup? Alors on rentre dans le vif du sujet parce que pour moi, ça serait une des plus grandes solutions pour protéger effectivement notre métier. C'est que, comme un entretien d'embauche, il faudrait se présenter à la CCISM. Avec un minimum de qualification. Exactement. Voilà, Ouais. j'aimerais œuvrer et construire des maisons, offrir un foyer à des familles. Et j'aimerais prendre une patente d'entreprise de construction. Mais effectivement, à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on demande si effectivement vous avez des qualifications, de l'expérience. Alors, pourquoi est-ce qu'on se prend des patentes comme ça, Bertrand? Il y a beaucoup. Il en est où le marché de la construction en fait en Polynésie? C'est un marché où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et finalement, du coup, chacun fait un peu ce qu'il veut? Oh oui, vous savez, il y a beaucoup de demandes de construction en Polynésie française. Toutes les entreprises ont beaucoup de travail actuellement. Donc ça attire tout le monde et n'importe qui sur ce métier-là. Et il faut savoir que ces gens-là, il y a des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées Mais c'est limite faire dangereux ce même. métier-là. Enfin, j'ai envie de dire, sur un chantier, si t'as pas de qualification, il y a quand même un danger même pour les. Non, effectivement, je vois autour de moi, des fois, je vois des gens au niveau des fondations qui font des choses. Je me dis, mais waouh, ça fait peur. Ça fait peur. Les règles de l'art ne sont pas respectées. Voilà, donc effectivement, je me dis, mais comment ils peuvent construire une maison? Ouais, laisser faire ça. Alors, je vais me tourner vers Mélissa. Donc, je l'ai dit en introduction, toi, tu te retrouves aujourd'hui dans une affaire judiciaire Oui. pour essayer de régler la problématique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes? Comment est-ce que tu en es venu à porter plainte et aller au tribunal? Ben, ils ont abandonné mon chantier. Et du coup, ben, là, Du jour au lendemain, comme du ça? jour au lendemain. Euh, Ensuite, ben, je suis tombée en grosse dépression où j'ai fait de l'anorexie. Je suis sortie dénutrie de l'hôpital. Et là, le jour où je suis sortie de l'hôpital, ben, j'ai pris un huissier pour faire un constat d'abandon de chantier qui m'a coûté 80 000. J'ai fait appel à un expert qui m'a coûté à peu près 1 million. Jusqu'à aujourd'hui encore, je suis en train de payer. Et du coup, j'ai pris un avocat. Et tu as perdu combien dans cette histoire? Alors, Ton chantier, il te coûtait combien au départ?
Au départ, j'ai versé, en totalité, je leur ai versé à peu près 16 millions. Ouais. C'est énorme, c'était pour 3 tranches. Donc, les 2 premières tranches, ils me les ont demandées. Donc, ils ont commencé mes travaux le 10 novembre. J'ai versé la première tranche. 10 jours après, celle qui est censée être sa copine, je sais pas comment on appelle, c'est pas, voilà. Donc, elle me rappelle en me disant qu'il fallait que je verse la deuxième tranche parce qu'en décembre, tous les prix allaient augmenter, qu'il n'allait plus être maître des prix au Donc niveau on te des monte la matériaux. facture petit à petit. Non, ils n'ont pas monté la facture, mais elle m'a demandé la deuxième Ah, de tranche. payer plus. Voilà, D'accord. payer la deuxième tranche. Ensuite, donc ils ont eu 2 tranches. Les travaux avançaient super bien. Et en février, donc elle me demande la troisième tranche. Et là, je lui dis, écoute, vous n'avez pas fini la première tranche, je ne vais pas te donner. Là, Les travaux avaient avancé à ce moment-là? ils avançaient bien, les travaux, à ce moment-là. Donc, je lui dis, je verse la troisième tranche. Après, elle me présente une facture supplémentaire. Et du coup, là encore, si tu payes pas, on arrête ton chantier. Il y Ça a une avance forme encore. d'intimidation qui s'installe. Ouais. C'est souvent le cas dans les dossiers que tu vois passer. Ça fonctionne un petit peu comme ça. On te réclame de l'argent petit à petit. Oui, alors le problème, c'est que on a un architecte avec nous qui le sait parfaitement. Quand on fait son travail correctement, en principe, on fait pas juste un devis, on fait un marché privé, hein, donc où on prévoit tout ce que l'entrepreneur va faire, les obligations aussi du constructeur, du client. Mais ça, vous voyez, c'est ce qu'on fait quand on fait les choses bien. Hein. Ce qui est très surprenant ici, c'est comme on a des gens qui sont effectivement pas formés, vous retrouvez avec des gens qui passent des marchés, enfin, des marchés de construction pour des dizaines de millions de francs. Je veux dire, là, c'est là où c'est important. On parle pas de versement de 1 ou 2 millions. C'est comme le disait Mélissa, c'est par exemple pour elle 16 millions de francs, parfois financés même par les banques. Hein, les banques signent comme ça, ils voient des devis et ils donnent 16 millions. C'est pareil, là encore, il y a un défaut de vérification aussi peut-être à ce niveau-là, hein, de la banque, ou est-ce que c'est pas leur Mais rôle? la banque, si, ils doivent vérifier, mais ils sont certainement aussi pressés par leurs clients qui veulent construire, vous voyez, donc ils sont un peu entre deux aussi. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on est pieds et poings liés, hein, qu'on a la maison qui commence, les murs à moitié montés, les parpaings, etc., on vous dit, il faut payer 2 millions de plus. Je me mets à la place de Mélissa, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, ils quittent le chantier, mais moi, je peux pas refinancer 16 millions pour que quelqu'un me fasse la maison, donc on est effectivement tenu. Alors après, juridiquement, elle n'a pas à verser plus. Hein. Si c'est ce qu'on appelle un contrat de marché, ce qui est prévu dans le marché, le client ne peut pas verser plus, sauf s'il est prévu qu'il puisse y avoir des coûts supplémentaires. Mais bon, voilà, après, pris comme ça entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire, je comprends que oui, c'est une forme de chantage auquel beaucoup de gens cèdent parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Il n'y a pas un défaut aussi de la part du client, hein, je pose la question, mais de se renseigner plus sur les entrepreneurs? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'être mieux informé d'une certaine manière? Oui, tout à fait. La solution, c'est de s'informer au maximum sur tout un tas de choses parce que le bâtiment, c'est quelque chose de compliqué. Construire une maison, une simple maison, c'est quelque chose de très compliqué. Et évidemment, avec ma position, je ne vais faire que défendre les professionnels du bâtiment. Les professionnels du bâtiment, ce n'est pas que les architectes, c'est aussi les ingénieurs et les entreprises. Donc, il y a, quand vous faites appel à un professionnel, il va vous conseiller tout un tas de démarches administratives pour vous assurer que les entreprises avec lesquelles vous allez travailler sont fiables. Il y a une liste, je sais pas, il y a une liste verte ou une liste noire des entrepreneurs, ceux qu'il faut éviter, ceux vers qui il faut aller. Moi, en tant que consommatrice, je me dirais que ce serait bien d'avoir ça sous la main. Sur Facebook, il y a un groupe privé où il est partagé une espèce de liste noire. Je m'y suis intéressé pour voir si j'y étais pas. Tant mieux. Mais ça, ce serait légal de faire ce genre de choses? De créer une liste noire des personnes qui ont été déjà condamnées? Alors, c'est absolument illégal. Hein. Ouais, ça peut être du bouche à oreille, mais il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent déterminer comme ça. Mais il faudrait, par exemple, exiger des qualifications et dire, eux, ils n'ont pas les qualifications, mais il faudrait que ça soit inscrit dans un texte de loi. C'est pas le cas. Donc, tu t'étais renseigné? En fait, ils m'ont dirigé vers quelqu'un qui est très, très connu sur le territoire et qui a énormément d'argent. C'était leur référence, quoi. C'était leur référence. En fait, ils utilisent le nom de cette personne pour appâter leur clientèle. Voilà. Donc, j'y ai cru parce que je me suis renseignée auprès de ces gens. Et effectivement, apparemment, chez eux, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail, voilà, et qui est très honnête. Encore aujourd'hui, ils y croient. Donc, voilà.
Ouais, c'est toute la Après, moi, je dis, problématique. il y a toujours, comme je dis aux gens, je dis souvent ça aussi quand j'ai des dossiers d'escroquerie, vous voyez, sur les placements financiers, ces choses-là. Mais Bertrand pourra nous le dire. Quand on construit une maison avec un certain standing, il y a un coût au mètre carré, hein, qui est à peu près, qui varie en fonction de la qualité, par exemple entre 150 et 300 000, mais c'est à peu près ça. Hein. Quelqu'un qui arrive demain qui vous dit, mais moi, ta maison, 300 mètres carrés, je te la fais à 80 000 francs le mètre carré. Il y a déjà Ce que une je dis question à toujours se à mes poser. clients, c'est si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est comme je vais te placer ton argent à 45% d'intérêt, etc. C'est trop beau pour être vrai. Mais C'est après, une c'est arnaque. humain de se dire je vais gagner, enfin voilà, je vais récupérer un petit peu d'argent, je vais en dépenser un petit peu moins. Donc, il joue un petit peu sur la crédulité des gens et le besoin d'argent aussi. Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Moi, après, c'est que c'est quelqu'un de très, très proche de moi. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai cru. Après, ils m'ont bien dirigé. Donc, ben, au final, voilà, ben, j'ai signé. Je pense que le Polynésien, on a facilement confiance. On se dit ici, c'est tout petit, On n'est pas peut mauvais, pas, quoi. on peut pas être mauvais entre nous. Donc, effectivement, on se laisse très vite porter et on fait confiance. Effectivement, on se renseigne un petit peu. Oui, il a travaillé chez moi, c'est très bien, il a fait du bon boulot. Ah, super, bon, ok, je vais passer par lui. Et moi, ce que j'aimerais dire, en fait, ça revient à ce qui a été dit au tout début, c'est que la profession et d'autres professions, hein, dans d'autres métiers, ce n'est pas assez encadré. Oui. Effectivement, n'importe qui peut se lancer dans la Alors, construction. ouais. Et surtout, donc là, je vais me faire le défenseur de notre bien sûr. métier. Donc, les connaissances techniques et aussi les connaissances en tant que gestionnaire d'une société. Et ça, moi, je l'ai découvert il y a 10 ans, quand j'ai créé ma société et que un très bon ami de la famille m'a conseillé, Raymana, si tu veux être sur les bons rails dès le départ, prends un expert comptable. Voilà. Ça va te coûter un peu d'argent, Mais au moins, mais tu seras il va te tu mettre seras sur les carré. bons rails dès le départ. Et qu'est-ce que tu effectivement, récupères comme type de travaux parce que on a parlé avant l'émission, tu me disais, je récupère des chantiers. Je finis pour ces clients qui se sont fait un peu arnaquer. C'est Alors, quel type de travaux que tu récupères? j'évite, je suis sollicité et c'est là où je découvre qu'effectivement beaucoup de gens se font avoir. Mais voilà, c'est très délicat parce qu'on récupère toute une responsabilité derrière et du coup, si je continue à œuvrer sur des choses où je ne connais pas la qualité, Sur des bases, comme tu et disais, que, voilà, je bancales. livre la maison et qu'à un moment donné, il y a des défauts qui apparaissent, on va dire que c'est ma société qui a mal fait les choses, alors que peut-être que le problème vient déjà du tout premier entrepreneur. Mais voilà, moi, je pense que rien n'est encadré ici, dans la profession de la construction. Tout le monde peut aller à la CCISM et prendre une patente de construction. Mais pour ceux qui connaissent le métier, qui ont les connaissances techniques et qui veulent œuvrer dans ce domaine et offrir une maison, un foyer à une famille, faut pas qu'ils oublient que, en tant que gérant d'une société, on a des obligations administratives, fiscales. Voilà. Des choses que j'ai découvertes au tout début grâce à mon expert comptable qui m'a dit, il y aura ça à faire, il y a la DICP, il y a la CPS. Il ne faut pas se lancer de manière inconsidérée dans n'importe quelle entreprise, hein, de toute façon, que ce soit de la construction ou autre chose. Ce que je tenais à dire aussi, puisqu'on parle du vide juridique, du fait que ce soit un métier qui n'est pas encadré. Évidemment, j'ai sollicité les services du pays pour pouvoir en parler avec eux ce soir. Ce qui ressort finalement un petit peu de tout ça, c'est que on a différents services qui peuvent être concernés par cette question-là et qui se renvoient la balle. Ils disent, nous, c'est pas à nous d'encadrer, c'est à eux. Et puis, donc, finalement, tout le monde continue d'en profiter. Est-ce que vous, du côté, par exemple, de la chambre syndicale, c'est quelque chose que vous pouvez porter pour que le pays puisse agir sur ce fait-là? C'est quelque chose qu'on demande depuis des années, mais c'est vrai que c'est difficile à mettre en place et c'est pas tellement sur les rails actuellement. Qu'est-ce qui est difficile, Loris? C'est réformer un code particulier? Alors, ça a été fait, comme je disais, en France en 78, hein, loi Spinetta. En fait, on a ajouté au code des assurances métropolitain une disposition qui dit que les constructeurs doivent être assurés au titre de la responsabilité de l'article 1792 du code civil, c'est la responsabilité du constructeur. Mais il y a une contrepartie, c'est aussi quand vous construisez une maison, vous devez aussi vous assurer. Hein, donc c'est les deux parties. Oui, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Hein, donc en fait, cette loi n'a pas été transposée en droit polynésien, hein, dans notre droit C'est pas applicable en Polynésie. Et effectivement, ça supposerait aujourd'hui, parce que ça, c'est pas du tout une compétence d'État, ça supposerait que la Polynésie prenne un texte qui contraint
les constructeurs à s'assurer. Après, les assureurs, ils sont pas fous. Hein. Les assureurs, c'est des gens qui prennent des primes et qui assurent du risque. Hein. Donc, s'ils assurent du risque, ils vont demander certainement, quand ils assurent le risque d'un entrepreneur, mais quelles sont vos qualifications, c'est quoi vos références, etc. Et moins on en a, plus ça va être cher pour assurer. Donc, c'est très impolitique parce que ça risque d'éliminer pas mal d'acteurs Ça du ferait un marché. tri, du coup. C'est le tri qu'on essaye Ça dont ferait un on parle depuis Ça tout fait à un l'heure. tri, ouais. Ça ferait un tri. Un tri qui, du coup, serait fait par des organismes privés, certainement par les Bien assureurs. sûr. Mais ce serait déjà une première marche. On parle d'assurance de garantie décennale, c'est ça? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est rapidement? C'est la garantie. Quand vous construisez un ouvrage, vous devez pendant 10 ans garantir les malfaçons éventuelles sur l'ouvrage qui a été construit. Et si vous voulez, Alors, elle n'est pas obligatoire, mais elle existe. On peut quand même la prendre. C'est-à-dire que Reimanin, lui, elle peut est prendre obligatoire pour les architectes. Ce sont pour les les seules architectes. professions Ouais. réglementées qui sont effectivement soumises à cette assurance obligatoire. Donc, quand vous souscrivez avec un architecte, vous avez la garantie que s'il y a un dommage sur votre Donc, c'est construction, l'architecte et son entrepreneur qui vont prendre en charge les malfaçons ou c'est les l'assureur problématiques. de l'architecte, le maître. Ouais, d'accord. Non, Mais- pas vraiment. C'est Ah. notre champ d'action qui est assuré pendant 10 ans. Voilà. C'est pas la construction. D'accord. Donc effectivement, la profession d'architecte est la seule profession du territoire à pouvoir souscrire une assurance décennale, proprement dite. Malheureusement, les entreprises ne peuvent pas le faire et je crois que les assurances refusent de le faire pour les entreprises. Ah, ils refusent carrément. Ouais. Donc, même si tu voulais faire preuve de bonne volonté en disant je prends mon assurance, on te Ils dit non. peuvent À l'heure actuelle, la seule assurance que j'ai pu souscrire par rapport à mon activité, c'est une responsabilité civile Classique. classique. Voilà. D'accord. Et les assureurs refusent parce qu'il n'y a pas le cadre juridique qui leur permet d'accepter D'accord. Donc, on n'est pour, pas. pour les défendre. On n'est pas tellement aidé. Qu'est-ce non, que, pas qu'est- du tout. qu'est-ce que toi tu attends de ce dossier au tribunal? Parce que tu sais que tu te lances pour plusieurs années de combat juridique, Oui. a priori, et des coûts supplémentaires. Hein, c'est ce qu'on disait. Il y a déjà Ouais. des coûts en plus. Oui, oui. Et moi, j'aimerais bien que ces gens ne fassent pas la même chose à d'autres personnes, en fait. Qu'on puisse, à un moment donné, ils arrêtent leur activité parce que c'est pas normal. Nous, on est plusieurs victimes et du même entrepreneur. Et bon, après, voilà, c'est pas normal qu'on ait à vivre ça. Et... Est-ce qu'un jugement peut faire fermer une entreprise? Alors, tu parlais tout à l'heure de déposer plainte. En fait, Mélissa, elle n'a pas déposé plainte. Enfin, elle fait un procès Voilà, ouais. civil. C'est un procès en D'accord. responsabilité civile. Après, s'il est avéré que l'entrepreneur a encaissé des fonds et il s'est volontairement soustrait à ses obligations, ça peut tomber sous le coup d'une infraction pénale. Hein. Ça peut être de l'abus de confiance ou de l'escroquerie. Hein, c'est possible aussi. Mais ça, du coup, c'est pas du tout le même volet. C'est pas un volet civil, c'est un volet pénal. Et si là, effectivement, on est condamné au pénal, il peut y avoir des interdictions d'exercer, etc. Alors après, il y a aussi un problème qui est l'assurance, en fait, elle sert à payer s'il y a des choses à payer. Par exemple, Ouais. Mélissa a été spoliée de 10 millions, une assurance intervient, elle la rembourse. Hein, quand on prend une patente, ou qu'on inscrit une société, d'ailleurs, c'est pareil, il n'y a aucune garantie. Donc, si la personne se rend insolvable, c'est-à-dire, Oui, mais il dit je suis en faillite, je Ouais. peux pas payer. Au final, j'ai pas de biens, je mets tous les biens au nom de quelqu'un de ma famille, par exemple, eh bien, il y a aucun recours. Donc, on peut avoir une liquidation judiciaire, mais avec aucun bien à récupérer. Et la victime se retrouve, après avoir subi des années de procédure, avoir déjà perdu beaucoup d'argent en procédure, se retrouve avec aucune possibilité de recouvrement. Voilà. Et là, ça peut être une autre infraction qui s'appelle l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Hein, c'est le fait volontairement de se rendre insolvable pour pas faire face à des condamnations, par exemple. Raymana, quand tu entends tout ça et que tu vois en fait que ces personnes agissent et continuent d'agir, est-ce que vous, entre entrepreneurs, vous essayez d'agir dans le bon sens aussi? Vous essayez de... On essaie De prévenir d'apporter vos une clients? certaine pédagogie, d'information. Sur ma page pro Facebook, j'essaie de faire des petites vidéos éducatives où j'explique un petit peu les choses. On manque Voilà. d'informations au final. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un manque d'information. Encore une fois, localement, il y a rien de mis en place en métropole. Justement, pour encadrer la profession de construction de maisons individuelles, il y a des contrats types qui existent. Ça s'appelle la CCMI, Mhm. contrat de construction de maisons individuelles, qui cadre bien les choses, effectivement, un peu comme dans les marchés publics où tout est expliqué, ce que les obligations des deux parties, de l'entrepreneur et de la personne qui construit, parce qu'effectivement, pas beaucoup de gens le savent, mais même la personne qui construit doit souscrire une assurance. Et donc voilà, dans ce document-là qui existe en métropole,
tout est bien cadré. Il y a un décret qui explique bien aussi les modes de règlement. Ça, c'est important. C'est vrai qu'ici, beaucoup de gens se laissent entraîner, soit un peu sous la menace ou dans l'euphorie, parce que ça y est, la construction démarre. Donc, l'entrepreneur, il a besoin de sous, comme ça, il va pouvoir aller acheter les carreaux Eh oui. maintenant. Et voilà, on y va, on lâche. Et puis, On a envie que ça alors arrive, que quoi. normalement, voilà, tout est encadré sur la métropole en tous les cas. Ici, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, mais les modes de règlement sont encadrés. Moi, j'applique, c'est ce qui se fait beaucoup dans les marchés publics, c'est les situations de travaux. Je trouve que c'est le plus juste pour les deux parties, aussi quoi, les bien situations de pour travaux? l'entrepreneur que pour la personne qui construit. C'est-à-dire qu'il y a un petit acompte au début, parce que on a des frais au démarrage de chantier, mais ensuite, tous les fins de mois, on fait une situation, un état de l'avancement des travaux. dépenses qui ont été Voilà. faites. On dit, OK, on est à peu près à tant de pourcentage des fondations, on a démarré un peu les assainissements. Enfin, voilà. suivi, ce qui En paraît fait, on finalement assez logique. Exactement. On facture un réel exécuté tous les fins de mois. Et c'est, je trouve, le plus juste parce qu'effectivement, tout peut arriver. Ça, c'est une piste, par exemple, à donner à la population sur ce qu'il faut faire pour bien suivre un Absolument, chantier. il faut faire appel à des professionnels qui vous facturent de manière professionnelle et encore mieux, si vous avez un architecte ou un maître d'œuvre ou un ingénieur qui suit le chantier, il sait qu'il y a cette obligation-là et si l'entreprise n'est pas habituée à faire ce genre de facture, parce qu'en fait les situations c'est des factures tous les mois, on lui apprend à les faire et il les fait et tous les mois sont facturés les travaux réellement exécutés, sans avance. Sans trop perçu. Est-ce qu'il y a d'autres petites techniques pour Il y a plein d'astuces pour pas se faire avoir? Il y a c'est pas des astuces, c'est les us et coutumes du déroulé des travaux qu'on fait en marché public, mais aussi en marché privé. Déjà, quand on choisit une entreprise, il y a un appel d'offres ou une mise en concurrence. C'est-à-dire que quand on a fait les plans, que ce soit par un architecte ou par un maître d'œuvre, il faut faire appel à plusieurs entreprises pour voir les obtenir un devis devis. différents. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais 3 devis. Ouais. Mais Et bon, après, j'ai ensuite, tellement été bien guidée que. Oui, on t'a amené Ouais. vers le chemin Voilà. qu'on voulait te faire prendre. Voilà. et le b.a.-ba de chaque analyse d'offres des entreprises, c'est de demander des attestations administratives. Est-ce que l'entreprise a bien payé la CPS? Est-ce que l'entreprise est à Est-ce qu'on est en jour? régularité, ce que disait Voilà. tout à l'heure Eymane. Est-ce qu'on est à jour du paiement de ses impôts? Combien on a déclaré d'ouvriers à la CPS? Ça, c'est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne déclarent pas leurs ouvriers, et tandis que d'autres entreprises qui sont tout à fait en règle déclarent tout le monde. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, par rapport à ce que tu disais au début, est-ce qu'on a une liste des entreprises qui sont pas bonnes et une autre liste où les entreprises sont conseillées? Non, ça n'existe pas. Mais comme on est à Tahiti, c'est quand même relativement petit, tout le monde se connaît. On connaît très bien les entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont une expérience de plusieurs années et qui sont conseillées. Qu'est-ce que tu referais pas, Mélissa, dans ton parcours Qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton parcours? Déjà, je crois que je vais m'arrêter à cette construction. Oui, Parce que ça ne te bon, donne plus envie d'aller non, pas plus du loin? tout. Ouais, je termine là. Et puis, c'est très difficile aussi après de trouver un entrepreneur qui veuille bien reprendre ton chantier. J'avais fait appel à Reymana, mais bon, lui, pareil, il était surchargé. Donc, il ne pouvait pas. Et donc, j'en ai trouvé un qui est super et qui va terminer mon chantier. Donc, ça devrait se finir d'ici peu. Et Mais tu te voilà, laisserais mais peut-être c'est- pas... Si je devais reconstruire, vers, ça serait lui que je reprendrais. Et t'écouterais Ou pas même forcément Reymana, parce que les bon, paroles des gens j'ai qui beaucoup t'ont de bons conseillé. échos de Reymana et donc ouais. Mais j'irai T'écouterais plus. pas forcément les Non, paroles je de ceux qui prendrai t'ont plus conseillé. de gens comme ça Ouais. que j'irai vers des gens que voilà, dont tu connais la réputation vraiment, qui sont bons quoi et qui sont sérieux et qui terminent leur chantier jusqu'au Il bout. paraît toujours dans une forme d'information, quand je reçois des mails où on me demande un devis, on m'envoie les plans et tout, j'essaye de sensibiliser les gens. Bon, quand ils voient mon retour, ma réponse, ils doivent dire, il nous embête lui avec ces questions. Mais Vaut mieux se faire embêter que de voilà, faire arnaquer. hein. je pense que c'est ma façon de pouvoir les aider en leur demandant un minimum d'informations. C'est-à-dire que je veux avoir les plans complets du dossier de permis de construire. Parce que des fois, on m'envoie des esquisses, je ne peux pas chiffrer à partir de ça.
Un deuxième document que je demande, c'est le rapport de l'étude de sol. Hyper important. J'ai besoin de savoir comment le sol se comporte pour pouvoir estimer les fondations à mettre en œuvre. Et aussi un descriptif des travaux. C'est-à-dire qu'en amont, je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez dans votre maison? Vous me demandez de chiffrer, mais moi, je ne sais pas. Vous voulez du carrelage, du parquet. Donc, toutes ces demandes, c'est ce que j'appelle, bon, normalement, c'est un dossier qui est quand même plus consistant, mais c'est un dossier de consultation des entreprises. Donc, j'essaie de dire aux gens, demandez à votre concepteur, que ce soit un architecte ou un dessinateur projeteur, de vous constituer ce dossier. C'est un document unique, un dossier unique que vous allez pouvoir remettre à tous les entrepreneurs que vous allez consulter. Qui, eux, sauront quoi en faire. Ils sauront quoi en faire déjà. Donc, ils vont voir un DPGF, ils vont dire, OK, le DPGF, les quantitatifs, les métriques. Et surtout, tous les entrepreneurs vont pouvoir répondre sur la même base de travail. Mais j'allais dire, les vrais entrepreneurs sauront de quoi ils Voilà, parlent. exactement. Et ceux qui sont un peu douteux vont pas poser les bonnes questions. Et surtout, je vais juste finir avec ça, c'est qu'une fois que tout le monde a répondu, pour les personnes, c'est plus facile aussi à comparer et à comprendre pourquoi un tel est moins cher, un tel est plus cher sur certains postes et tout. Donc, ça donne des vrais critères de sélection. Donc, j'essaie de sensibiliser les gens à leur dire, demandez, s'il vous plaît, ce dossier de consultation des entreprises, c'est ce qui va vous aider auprès des entrepreneurs et c'est ce qui risque justement de même vous faire des économies pour pouvoir mieux comparer les prix des uns et des autres. Loris, ce sera la conclusion parce qu'on arrive à la fin de notre émission déjà. Je vais juste dire une chose par rapport à ce que disait Bertrand qui est très important sur les obligations déclaratives des salariés. Vous savez que si vous prenez quelqu'un, un entrepreneur qui fait travailler des gens qui ne sont pas déclarés à la CPS, ils ont un accident. Ça s'appelle déjà, mais ça s'appelle du travail clandestin. Oui. C'est une infraction à la fois pénale et aux règles du Code du travail et vous êtes solidairement tenu des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre l'employeur. Donc en tant que constructeur, on peut pas tout remettre non plus sur les entrepreneurs. Vous avez aussi, vous, quand vous construisez, une responsabilité d'avoir des gens chez vous qui sont déclarés. Et si vous ne remplissez pas ces obligations un peu de contrôle, vous pouvez aussi avoir des incidences financières. Donc, et pour aller dans le sens des entrepreneurs, il y a aussi parfois des clients qui sont mauvais payeurs et qui ne jouent pas le jeu à l'inverse. Donc il faut que les choses soient équilibrées de chaque côté. C'est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Et tant mieux alors. Tant mieux pour vous. Donner un label aux entrepreneurs qui terminent leur chantier. Une labellisation. Voilà, ceux qui sont sérieux, voilà, ceux qui n'ont pas moi, je pense que la bonne piste pour la solution, c'est qu'il faut aller à la source, c'est-à-dire il faut que le pays agisse avec une loi et qu'on puisse modifier ce code des assurances qui pourrait... Et tout le monde y gagnera puisque tout le monde gagnera en compétences et ça prendra un peu de temps certes, mais ça sera certainement mieux pour les entrepreneurs et les particuliers et les constructeurs. Exactement. Merci beaucoup, j'espère que cet appel sera entendu, qu'on a réussi à alerter les téléspectateurs ce soir sur ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver dans la situation de Mélissa. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette discussion. Merci également de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à 19h30 pour un nouveau débrief. Bonne soirée sur TNTV.